Bonjour à tous mes chers prop traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série Je passe un challenge avec vous. Donc à la fin du premier épisode, on a ouvert le compte de 200 000 $, donc le double évaluation à 200 000 $. Et puis aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et à la veille de Noël, on peut voir que de toute manière les marchés sont vraiment plats, la liquidité elle est faible, la volatilité va être soit inexistante, soit démesurée. Donc c'est vraiment pas une période où on va commencer juste à la veille de Noël d'ouvrir comme ça des positions, soit à la veille de Noël, soit à la veille du Nouvel An, tout simplement parce qu'après les marchés sont fermés et nous avons également envie d'éviter un gap, un saut des marchés durant cette période ici qui est fermée, qui est une période également très importante. Donc on va en profiter pour répondre à une question que je vous ai dit la dernière fois. Donc, cette question, c'est sur les méthodes, sur les stratégies, sur toutes les techniques qui ne sont pas autorisées. Donc, on va ici dans ressources, on va dans la foire aux questions, FAQ, et c'est cette première question-là que je vous invite à ouvrir. Existe-t-il des pratiques ou des méthodes commerciales, donc de trading, qui sont interdites? Je vous invite à lire l'article, mais moi je vais vous donner mon opinion parce que c'est très important. J'avais déjà fait une vidéo, mais comme il y a eu certains changements et des méthodes qui ont été autorisées, par exemple d'ouvrir des positions l'une à la suite des autres, en moins d'une minute maintenant c'est autorisé. Mais je vais vous donner mon opinion parce que je pense qu'il y a vraiment un gros malentendu et j'aimerais vous partager mon expérience en tant que portfolio manager. Dans la gestion de fortune, dans la gestion de fonds que j'ai fait depuis de nombreuses années, j'ai passé donc mon CFTA, mon Certified Financial Technician. J'ai passé également mon Advanced Certificate. J'ai passé certains examens en plus des études que j'ai fait de ma licence, de mon master, également en économie et en spécialité de finance. J'ai passé des examens additionnels pour confirmer justement et me certifier, me donner un petit peu de légitimité, d'autorité pour pouvoir faire ça. Le plus gros vient de l'expérience que j'ai acquise et que j'ai apprise en passant du temps avec des leaders dans le domaine, avec des gens qui étaient bien plus expérimentés que moi, et également à travers mon travail durant toutes ces années. Et j'aime faire la relation entre la gestion de portefeuille et le prop trading parce qu'à la fin, c'est la même chose. Quand on fait de la gestion de fonds, on gère les fonds de certains investisseurs. Vous pouvez avoir par exemple un fonds où au minimum l'investissement est de 10 000 $. Vous pouvez en avoir un au minimum et de 100 000 $. Vous pouvez avoir un fonds où il y a simplement une personne derrière qui va vous mettre 1 million de $. Le résultat est, la conclusion est que vous gérez les fonds d'un ou de plusieurs investisseurs qui sont soit individuels ou soit des entreprises. Dans le prop trading, vous gérez potentiellement justement les fonds d'une entreprise qui est la prop firm, donc qui est l'entreprise de prop. Mais c'est exactement la même chose. À la fin, vous devez gérer des fonds, un compte de 100 000 ou 200 000 $. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre le portfolio management et le prop trading, c'est que généralement les investisseurs, eux, ils n'ont pas la connaissance dans l'investissement. C'est pour ça qu'ils utilisent vos services et qu'ils acceptent de vous donner une partie de leur profit. Donc, vous allez avoir des businessmen, vous allez avoir des entrepreneurs, vous allez avoir des personnes qui ont une certaine fortune ou des entreprises qui souhaitent allouer une partie, par exemple, de leurs revenus ou quoi, dans ce fonds. Ils vont vous mettre 100 000 $. Eux n'ont pas la connaissance, donc vous allez devoir leur donner des rapports par rapport à la performance. La seule chose qui les intéresse, qui est le plus important, c'est vraiment tout ce qui est lié au risque. D'accord? Parce que l'objectif, c'est pas de mettre 100 000 $, de les perdre en 3 jours. Donc, il va y avoir certaines conditions à respecter. Et ces conditions, elles vont apparaître dans votre fiche de présentation que vous allez signer avec ces investisseurs, qui peut être, par exemple, incluse dans le contrat, ou également dans ce qu'on appelle le Limited Power of Attorney, qui va vous donner l'autorisation, justement, de pouvoir gérer leurs fonds. Ça inclut les drawdowns, par exemple la perte maximale journalière, ça inclut la perte maximale totale, ça inclut les instruments généralement qui sont autorisés parce qu'il y a des investisseurs qui souhaitent avoir une stratégie qui va être plutôt liée aux métaux ou au forex ou qui n'inclut pas par exemple les cryptos, ou certains qui vont être conscients
d'investir dans une stratégie unique de crypto. Pourquoi? C'est important d'être transparent. On ne peut pas montrer une performance qui est liée à certains investissements et une fois que les investisseurs arrivent, de trader quelque chose de complètement différent. Donc il y a de nombreuses conditions à respecter. Et la deuxième grande différence, c'est sur la performance fee. Généralement, elle est entre 15 et 30%, très rarement dans des petits comptes. Par exemple, il y a des investisseurs qui acceptent d'avoir une performance fee de 50%, c'est-à-dire que vous partagez les bénéfices à 50-50. Mais je dois dire que la norme est généralement de 30%, et dans les très grands fonds, de millions, de dizaines de millions, généralement 10 ou 15% est déjà acceptable et c'est déjà une norme. Dans le prop trading, c'est à l'opposé. Vous avez la prop firm qui accepte de vous donner 80, 90, 95% des profits pour pouvoir justement profiter de cette diversification et de cette stratégie. Donc, elle ne vous donne pas la minorité, mais la grande majorité des bénéfices que vous générez. La deuxième différence, c'est que, à l'opposé des investisseurs, la prop firm, elle, a de l'expérience au niveau du trading. Donc, ce n'est pas un investisseur qui ne connaît pas ce qui se passe dans le marché des actions, qui ne connaît pas du tout le marché des forex. La seule chose qui l'intéresse, c'est de se dire, ok, avec un drawdown maximum de 30%, je peux potentiellement générer 15, 20, 30, 50% à l'année en fonction de ce qui m'a été présenté. J'accepte ce risque pour ce reward, pour ce revenu potentiel annuel. La prop firm, elle le sait. Et donc, toutes les prop firms, généralement, vous pouvez voir que les conditions, les règles sont à peu près les mêmes. Elle n'a aucun intérêt à trouver quelqu'un qui va trader une stratégie qu'elle sait déjà, qu'on sait à travers toutes les années d'expérience qu'elle ne fonctionne pas. Je vais vous donner l'exemple ici du trading de haute fréquence, le high frequency trading. D'une manière générale, ce nom a été tellement manipulé et souillé que je dois dire que 99% des traders qui me parlent de trading de haute fréquence ne font pas du trading de haute fréquence. À la base de trading de haute fréquence, il y a plus de 10 ans déjà, parce que déjà moi, ça existait depuis longtemps, et on commençait déjà à l'utiliser en 2012-2013. En 2014, il y avait eu un pic, et déjà en 2015, on avait déjà laissé tomber parce que ça commençait à devenir n'importe quoi. Qu'est-ce que le trading de haute fréquence, surtout dans le marché, par exemple, des actions? C'est le fait d'utiliser une technologie de transmission d'ordre plus rapide pour pouvoir anticiper, intercepter un grand ordre, par exemple, qui a été placé, et récupérer ce petit mouvement juste avant que l'ordre soit passé, et grappiller donc quelques petits pips et faire ce profit. D'accord? À la base, quand on l'explique comme ça, on comprend déjà que c'est le fait d'abuser de la rapidité d'exécution pour pouvoir générer un profit. Il n'y a pas vraiment de trading. La position, elle a été ouverte et fermée en quelques millisecondes pour avoir grappillé quelques pips ou pipettes. D'accord? Puis après, c'est rentré dans le monde du Forex. Et dans le monde du Forex, comme on ne peut pas intercepter un ordre, la grande majorité des ordres, de toute manière, ils sont déjà dans la milliseconde, dans les 200, 300 millisecondes. Qu'est-ce qu'on a à intercepter? Il n'y a rien d'intercepté du tout, ce n'est pas le même high frequency trading. D'ailleurs, même avant le fait d'intercepter des ordres, il y avait certains robots déjà à l'époque. Maintenant, vous voyez l'évolution technologique avec les chat GPT, les machine learning. À l'époque, c'était comme les discussions de la NASA où maintenant tous leurs ordinateurs réunis sont moins puissants que le téléphone qu'on a entre les mains. Bien, à l'époque, on utilisait la rapidité d'exécution pour trouver une sorte de scalping encore plus rapide que le scalping pour essayer de prendre vraiment quelques pipettes, ouvrir, fermer, et générer justement des tout petits mouvements sans risquer grand chose parce que les positions n'étaient pas ouvertes. Après, il y a eu le trading de haute fréquence justement qui misait sur la rapidité d'exécution des positions. Donc là, il y avait des rapidité justement des VPS, rapidité de la transmission par certains câbles sous-marins, tout ça, c'était le schmilblick qu'ils aimaient présenter aux États-Unis. La grande majorité du trading de haute fréquence, c'est plutôt de l'arbitrage sur la latence. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a des dizaines, des centaines de brokers et de fournisseurs de liquidités qui ont des serveurs un peu partout dans le monde. La grande majorité, ils se trouvent soit à Londres, généralement par exemple dans les serveurs Equinix Data Center, qui s'appelle le LD4,
à New York également le Equinix Data Center qui s'appelle le NY3. Je pense que c'est le NY3. Bref, en tout cas, c'est l'Equinix Data Center de Londres, de New York et de Tokyo. Et le Tokyo s'appelle aussi le TY3. Eh bien, ce sont les plus rapides et c'est dans ces serveurs-là que se trouvent généralement les serveurs d'exécution des liquidity providers et des brokers. Donc, ils les mettent proches l'un de l'autre pour avoir la meilleure exécution. D'accord? Donc, maintenant, si vous utilisez un VPS, par exemple, qui va également, il y en a qui sont disponibles également très proches de ces data centers, vous allez avoir vous-même une exécution qui est on-net, qui est vraiment sur ce site-là, qui va être dans l'ordre de 0,1 milliseconde ou même encore le plus faible possible. Bref, tout ça, c'est de l'information technique, mais j'ai envie quand même de rentrer au maximum sans trop rentrer dans des détails techniques pour tomber dans des discours un peu trop scientifiques. J'ai envie de vous expliquer le fonctionnement de ça. Et donc, vous avez certains brokers qui ont des différences de latence du fait qu'il y en a un qui est à New York, l'autre qui est à Londres, il y en a un qui utilise un certain data center, l'autre qui a un data center peut-être moins puissant ou pour quelconque raison que ce soit, fait que les prix bougent avec une différence de 200 millisecondes. Eh bien, vous avez des petits malins qui ont réussi à coder des robots qui arrivent à voir le feed, c'est-à-dire les prix qui sont plus rapides dans le broker ou dans le fournisseur de liquidité qui est plus rapide, de 200 millisecondes. Et dès qu'il y a un gros mouvement, ils savent que eux vont pouvoir ouvrir cette position pas en 200 millisecondes, mais en 10 millisecondes. Et donc, ils vont pouvoir capturer ce mouvement. C'est de l'arbitrage de latence. Et c'est vraiment considéré comme une pratique abusive, une pratique toxique, parce qu'il n'y a pas de trading, il n'y a pas d'analyse. Il y a simplement le fait d'abuser d'une plateforme qui est un peu plus lente par rapport à d'autres serveurs. Et cette stratégie-là, elle n'est pas scalable, c'est-à-dire qu'on peut pas l'échelonner, on peut pas l'agrandir, on peut pas trouver des investisseurs. Et c'était une stratégie que à l'époque, on était intéressé par ça en 2013-2014, comme je vous ai dit. Déjà en 2012, ça buzzait partout, tout le monde essayait de trouver ces robots, cette technologie, ces VPS, essayer de prendre également des API directement pour se connecter au serveur, tout pour essayer de réduire la latence au maximum dans un but de abuser de cette même plateforme et tout simplement de soutirer du profit qui n'était pas mérité. Donc maintenant, je rentre dans le détail, je vous donne une longue explication. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire une vidéo et qui va dire la stratégie qui ne perd jamais. J'ai moi-même utilisé cette stratégie avec des performances de 10 000, 20 000% et un drawdown de moins de 2%. Tout simplement parce que le seul moyen vraiment de perdre, c'était quand il y avait un problème d'exécution. Donc même si on prenait toutes les mesures possibles, on pouvait avoir un petit delay et quand le mouvement était déjà passé et qu'on l'ouvrait trop tard, ben on avait une perte. Mais à 99,5% des cas, je dirais, ben la position passait. Pourquoi? Parce que s'il y avait une latence qui n'était pas suffisante, le robot lui-même la voyait et n'ouvrait pas la position. Donc s'il ouvrait la position, c'est que déjà que le mouvement était suffisant pour que la latence nous permette de prendre un profit. Et donc aujourd'hui, même encore en 2020, en 2022, en 2024 et très bientôt en 2025, vous avez des gens qui vont utiliser certains robots, essayer de prendre avantage de la plateforme. Deuxième chose, par exemple, le martingale. La martingale, c'est une stratégie à la base qui a été créée dans un but de prendre avantage des casinos. Dans la grande majorité des casinos physiques et même en ligne, cette stratégie, elle est interdite. Elle est interdite pourquoi? Parce qu'on prend avantage d'un coût mathématique où si on fait ça, ben il y a plus de hasard, on n'est pas là en train de jouer, on peut venir à 10 personnes et on met le pot en commun, il y en a un qui va miser une certaine somme, s'il perd, on va miser le double, si on perd, on mise encore le double, si on perd, donc on va miser par exemple le 1 qui peut être la valeur initiale de 10 dollars ou 100 dollars ou 1000 dollars. On perd, on mise 2, on perd, on mise 4. Et si on gagne, après 4, 8, 16, 32, si on gagne, et ben le profit qu'on gagne a couvert toutes les mises précédentes. Et donc c'est une stratégie qui le seul moyen de perdre, c'est que on continue justement de perdre jusqu'à que le multiplicateur devient tellement élevé qu'on a tout simplement atteint son stop out et qu'on a grillé
tous ces jetons ou toutes ces mises. Dans le trading, on peut faire la même chose. On peut ouvrir une position de vente, les marchés vont contre nous, on en ouvre une plus grande, les marchés vont contre nous, on en ouvre une plus grande, avec un écart de pips, un écart de points qui a déjà été prévu. Cette stratégie-là, n'importe quelle prop firm, avec un minimum d'expérience, peut recruter quelqu'un, ou peut le faire eux-mêmes, ou peut trouver ses robots, et vous avez des petits malins qui vont dire, oui, mais pourquoi vous utilisez pas, vous n'autorisez pas ma stratégie, ce n'est pas une prop firm sérieuse. C'est votre stratégie qui n'est pas sérieuse. Et j'ai vraiment envie de pouvoir vous parler franchement, parce qu'il y a pas mal de tabous, où il y en a certains qui vous réconfortent dans votre médiocrité, ou qui vous réconfortent dans vos échecs, parce qu'ils ont peut-être des buts malsains. Mais moi, je préfère aussi bien, par exemple, dans le sport, vous avez des personnes qui pourraient vous réconforter, vous dire non, mais ce que tu fais, c'est pas si bien, alors qu'en vérité, ça pourrait être bien mieux. Il y en a beaucoup d'entre vous, en toute honnêteté, qui pourraient tellement plus apprendre et devenir de tellement bons traders s'ils n'étaient pas confiants sur le fait que ce qu'ils font n'est pas suffisant. Vous avez trouvé un petit robot de martingale et vous êtes là à essayer de trouver dans les prop firms laquelle va pouvoir l'autoriser, alors qu'en vérité, ça ne sert à rien du tout. Et vous allez vous plaindre peut-être parce qu'une prop firm qui va être malhonnête va vous laisser passer les challenges et au moment des retraits, va vous annuler pour quelconque raison que ce soit. Donc, je rentre dans ces détails sur les pratiques interdites parce que lire, vous pouvez lire vous-même. D'accord ? L'arbitrage de latence, exploitation du système, hedging, à quoi ça sert que je lise et que je répète? Vous savez tous lire, je l'imagine. Mais comprendre la raison pour laquelle, il y en a beaucoup qui ne vont pas vous le dire. Il y en a beaucoup qui vont vous laisser entrer, tout simplement pour prendre votre argent, mais par la suite vous bloquer, sans aucune raison, alors que les vrais prop firms préfèrent être stricts au départ et vous dire non, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas une stratégie, c'est simplement un système abusif qui ne nous mène à rien. L'objectif de la prop firm, je vous le répète parce que il faut mettre les choses dans leur contexte, c'est pas de trouver quelqu'un qui est capable d'utiliser un robot que tout le monde connaît parce qu'il vient de découvrir le trading et il croit qu'il a trouvé le Saint Graal, le petit truc dans un site alors qu'en fait c'est tellement connu, les stratégies d'exploitation, de trading de haute fréquence, de hedging, d'arbitrage, de latency, tout ça c'est connu déjà. Mais de trouver des traders le plus possible des traders manuellement qui vont analyser, parce qu'encore une fois, le fait de trouver un robot, malheureusement, c'est un robot qui, vous l'avez trouvé où? Vous l'avez codé 99. Moi, j'ai codé par exemple des robots avec un partenaire. Pendant des années, on en a codé, on en a utilisé, on en a modifié. Je sais qu'on a des robots qui ont été faits par nous-mêmes de A à Z. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité, je dirais bien que 99% des traders qui utilisent des robots, ce sont des robots qu'ils ont achetés. Il vous suffit de voir le nombre d'utilisations et d'achats dans les forums. Vous avez des robots qui sont achetés, qui sont téléchargés des centaines de milliers de fois. Et quand on regarde une analyse, c'est un robot qui va utiliser un croisement des moyennes mobiles, une death cross par exemple, ou peu importe, et qui va vous donner des positions. Et vous allez avoir un robot qui va utiliser certains croisements de stochastique, certains niveaux de RSI qui va vous ouvrir des signaux. Vous avez des robots qui vont utiliser certains mouvements des Bollinger Bands, des bandes de Bollinger, et qui vont vous ouvrir des signaux. Vous allez avoir des robots qui vont utiliser des martingales ou certains mouvements très simples de price action et ils vont vous commencer à ouvrir une série de positions qui sont considérées comme du grid trading. C'est donc une grille de trading où à chaque niveau de prix, ils vont ouvrir certaines positions. Mais si ces robots sont achetés par des dizaines ou simplement téléchargés par des dizaines, par des centaines de milliers de personnes, à quoi ça sert de chercher des fonds? Parce que s'il y en avait un seul d'entre eux qui vraiment avait fait du profit, ou 10% d'entre eux, de ces centaines de milliers qui l'avaient téléchargé, vous pensez pas que ça serait déjà sur tous les forums et partout sur Internet? Vous pensez que les gens qui gagnent de l'argent vraiment s'en cachent? Ils vont pas être contents de partager cette performance-là et ils vont en partager à leur famille, à leurs amis, ces amis-là, et ça va devenir un truc viral? Non, pourtant les gens continuent de le télécharger et au lieu de l'essayer avec leur propre argent, veulent utiliser l'argent de la propre firme, des dizaines voire des centaines de milliers de dollars pour utiliser une stratégie qui ne marche pas. Je ne dis pas que tous les robots ne marchent pas, tous les EA ne marchent pas, mais que de nombreux EA fonctionnent dans des conditions très précises.
et que ça demande tellement de travail et tellement d'énergie que la grande majorité ne font pas l'effort, ils l'allument, ils le laissent tourner et ils finissent par perdre. Il y a certains robots, comme toutes les stratégies d'ailleurs. Moi-même, les stratégies que j'utilise et que je partage, la stratégie du basket trading, c'est une stratégie qui doit fonctionner quand le marché, il est en tendance. Bien, quand le marché est sideways, j'ai toutes mes alertes qui ne s'allument pas et qui me disent reste en dehors de marché. Et je le dis, je le répète, lorsqu'un bon trader sait quand trader, un meilleur trader sait quand ne pas trader. Et donc, l'utilisation de toutes ces stratégies que tout le monde connaît, mais qui ne servent à rien, parce que dans le long terme, elles ne permettent pas de générer quelque chose de constant sans prendre des risques qui sont complètement démesurés. Donc l'objectif où on a dit on ne veut pas ça, on ne veut pas ci, on ne veut pas le trading de haute fréquence, on ne veut pas partager son compte à quelqu'un qui va trader pour tout le monde parce que sinon il n'y a encore une fois aucune diversification. La grande majorité des cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur compte à quelqu'un qui plug in un robot qui va faire du HFT et après il vous dit allez bon courage. Mais si jamais cette stratégie était aussi bonne, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas dans un trading sans passer par les propres firmes, à multiplier leurs comptes et à faire leurs millions, sans ne rien demander aux propres firmes? Il faut se poser ce genre de questions. Malheureusement, certains préfèrent rester dans le déni parce qu'il est souvent plus facile de tromper quelqu'un que de lui montrer qu'il a été trompé. Donc tous les paris, les martingales, tout ouvrir dans un sens, tout ce qui est copy trade, c'est la même chose. Si un copy trade est tellement... J'ai effectué également de nombreux copy trade, aidé de nombreuses personnes à lancer leur copy trading. On n'a jamais pensé une seule fois de copier nous-mêmes une stratégie pour la copier également à d'autres. Parce que sinon, ça détruit tout l'objectif même de créer sa propre performance. D'être simplement dépendant à 100% d'une stratégie ou d'un robot dont on ne sait même pas qui l'a codé, ou est-ce qu'il a vraiment fait ses preuves. On nous donne un backtesting alors que le backtesting, on le sait très bien, c'est simplement pour avoir une idée du nombre de positions par exemple potentiellement que ça va ouvrir, mais les performances passées ne reflètent en rien les performances futures et sont parfois et même souvent trompeuses. Donc voilà, vous avez également le trading des news. Pourquoi le trading des news? Parce qu'également on peut prendre avantage d'une volatilité et parfois également il y a des stratégies de hedging où on va acheter, vendre et on va essayer de profiter en gagnant plus du côté qui a pris le profit sans se soucier de créer la perte dans l'autre compte. Tout ça, ce sont des stratégies abusives. Maintenant, je vais répondre à une autre partie. Une fois qu'on a expliqué toutes ces stratégies abusives, quelles sont les stratégies alors qu'on peut utiliser sur notre compte? Eh bien, je vais vous les montrer. Je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo où nous allons commencer le trading ensemble. On a énormément d'opportunités d'analyse. On peut utiliser tous les indicateurs que l'on souhaite. Regardez, il y en a des dizaines qui sont disponibles. Vous avez vos enveloppes, vous avez vos Ichimoku, vous avez vos moving average, vous avez tous les oscillateurs du stochastique au RSI en passant par du MACD, vous avez tout ce que vous voulez. Mais moi, je vais vous montrer une stratégie qui ne va en utiliser aucun parce que c'est la stratégie que j'utilise déjà depuis 10 ans. Et c'est une stratégie qui utilise l'action du prix, on appelle le price action, avec des graphiques où on analyse simplement les mouvements des prix, les mouvements et les types de chandelles également japonaises, de chandeliers japonais, support, les résistances, les tendances, les breakouts. Donc toute cette analyse du price action, vous allez voir comment je l'utilise avec le pouvoir également de la corrélation entre les différentes paires et également du multi-time frame analysis. C'est l'analyse multipériode ici du M15, H1 et Daily. On va commencer ce challenge ensemble. Alors tenez-vous prêts, gardez un petit journal à côté, marquez des notes. Prenez un free trial également, vous rendez sur Trading Cult, vous ouvrez votre compte, vous téléchargez la plateforme, vous prenez un compte de démo gratuit, un free trial, et vous vous entraînez au fur et à mesure des vidéos que je vais vous partager. Je pense que vous allez y trouver de la valeur. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à dès maintenant commencer à préparer vos questions, vos commentaires, et à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît. Parce que l'objectif également, c'est de permettre à un maximum de grand nombre de pouvoir utiliser une stratégie, d'apprendre de la meilleure manière possible de quelqu'un qui l'a fait pendant de nombreuses années, qui s'est cassé la figure également de nombreuses fois pour pouvoir vous donner une expérience honnête et transparente sur ce qu'est de devenir un prop trader. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon courage à tous, bonne fête de fin d'année et bon trading. Ciao, ciao.